Ce journal intime d'un dissident occidental est celui d'un contradicteur public en qui chacun s'accorde à reconnaître pourtant le plus grand écrivain de sa génération. Ça, c'est vous qui le dites de vous. Là, tout de même, vous avez un sacré toupet. Mais la plupart des gens l'ont dit. La plupart des gens l'ont dit après tout. Pourquoi pas? Jean Edernalier, écrivain, journaliste et polémiste. Était-il vraiment un génie des lettres ou plus simplement un expert en coups médiatiques? Le premier Jean Edernalier, c'est un écrivain qui a une grande ambition littéraire, qui veut devenir le grand écrivain, titre de son deuxième livre. Et il voue sa vie à la littérature, ça c'est sûr. Dans un premier temps, il écrit d'ailleurs des livres, à mon avis les meilleurs. Hein, les 5 ou 6 premiers sont, on peut dire, des livres où il y a un vrai talent, où il manifeste une ambition littéraire. On était en classe ensemble, dans un cours privé. C'était un petit génie. C'est-à-dire, il avait une culture, une écriture, un style, une inventivité, un esprit subversif et rebelle, et une folie, mais une folie excitante, extraordinaire pour son âge. Il avait déjà cette admiration de lui-même et cette façon de connaître son propre talent et de le mettre en vedette, qui était absolument évident. À 24 ans, Jean Edern lance la revue Telle Quelle. C'est une entrée fracassante en littérature et le premier coup d'éclat d'un futur agitateur professionnel. La revue Telle Quelle a été une revue très importante parce que c'était d'abord une revue de jeunes gens qui étaient liés à un éditeur, le Seuil. Il y avait Solers qui était un peu déjà la figure connue, le jeune homme qui promet beaucoup. Et puis il y avait Jean Edern. Et déjà, on voyait que Jean Edern, qui n'avait rien publié, on voyait qu'il voulait s'imposer. Son ambition, sa folie, c'était être écrivain. Alors, sur cette base-là, on s'est rencontrés avec Huguenin, Matignon, etc. C'est la fondation Telle Quelle. Qu'est-ce que c'est que bousculer le paysage littéraire, de créer une revue et de faire une œuvre d'écrivain? Mais quand vous fondez Telle Quelle, il y a une idée de lutte pour le pouvoir. Oui. C'est la prise du pouvoir littéraire. C'est ça. Pour Jean Edern, prendre le pouvoir, c'est d'abord faire parler de soi. Et il s'impose très vite comme un champion de la provocation qui va réussir à captiver les médias pendant 35 années d'une vie publique trépidante. Quand un écrivain rencontre un autre écrivain, de quoi parle-t-il? Eh bien, pas forcément d'histoire d'écrivain. Témoin l'échange musclé survenu hier soir entre François Chalet et Jean Edernalier. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous qui collaboriez à Je suis partout, journal collaborateur, nous le savons tous, n'avez pas été abattu à la Libération. Non, monsieur, non. Vous avez... Eh ben, je vous rappelle un certain nombre de choses précises. Alors... Un des grands collaborateurs de Je suis partout, François Chalet. Je suis désolé. Il dénonçait les Juifs. Quoi? Alors? Quoi? Alors? Vous le savez, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ça a été prouvé. Quand on est provocateur, c'est comme quand on est boxeur, hein. On donne des coups, mais évidemment, on en reçoit. Hein. Ça, c'est la loi. Ça me paraît tout à fait normal. Hein. Et ça ramène à la grande provocation d'enfant que j'ai eue vis-à-vis de ma mère quand j'avais 11 ans, en lui disant « Maman, je serai grand écrivain », et elle ne me croyait pas. Et je ne sais pas si je le suis, mais je sais que je veux l'être, et de plus en plus. Mais aujourd'hui, après ce livre, j'entre dans une deuxième phase de ma vie. J'entre dans une période de gravité et d'austérité, et j'espère pouvoir, dans les années à venir, vous éblouir un peu. Ben, j'espère. Et le plus merveilleusement et le plus gentiment du monde. Car sachez que derrière toute provocation se cache quelque part une douleur, quelque chose d'invisible qu'il faudrait décrypter. Page 418. Je suis un terroriste. Au théâtre de la cruauté, j'applaudis à tout rompre Bahader, héros de notre temps. Je crie bis. De plus, je m'engage à ses côtés car la violence me sied, qu'elle soit morale ou physique. Vous dites malheur à celui par qui le scandale n'arrive pas. Vous dites ma responsabilité d'intellectuel, je l'assume pleinement. J'attise les miasmes, les vents fétides. C'est très beau d'ailleurs. Et même si je ne suis pas à l'origine de cette peste, frappant les innocents au hasard, je contribue à les infester. Je n'ai qu'une seule aspiration, entraîner la jeunesse sur une mauvaise pente en étayant toutes les délinquances politiques. Avant de jouer aux terroristes, Jean Edern est le fils d'une famille bourgeoise où on est militaire de père en fils. Les racines sont bretonnes et catholiques. Son enfance se déroule à l'ombre du château familial d'Edern dans le Finistère. Alors il a raconté de toutes sortes de façons la perte de son œil, mais la vérité, c'est qu'il n'avait qu'un œil depuis sa naissance. Ça a orienté toute sa vie. Il s'est rendu compte très vite qu'il était différent des autres.
Il n'a pas pu embrasser la carrière des armes, comme son père et son grand-père qui étaient tous les deux généraux. Et que dans le fond, il lui reste, le seul lieu où il peut trouver la gloire et les lauriers, c'est la littérature. Il prend la littérature d'autant plus au sérieux que dans le fond, il ne connaît rien d'autre. Il est dans un milieu qui est entièrement façonné par le monde littéraire. Jean Hederne compose avec soin sa propre image de dandy littéraire, flamboyant et flambeur. Son premier mariage lui assure une solide fortune et il choisit bientôt d'habiter Place des Vosges, à 2 pas de la maison de Victor Hugo. Il sera le personnage principal de tous ses livres. Sa vie est un roman dont il est le héros, batailleur et mégalomane. C'est pas un pur romancier, c'est un pur écrivain, mais c'est un pur poète surtout. Et dans sa vie, c'est un poète. C'est sa vie en fait. Sa vie, c'est peut-être son œuvre. C'était très compliqué d'avoir une différence entre sa vie privée et sa vie publique. Il n'y avait pas de frontière. Il me disait, je suis un homme public, donc mon privé doit être rendu public parce que je suis en quête de légitimité. Voilà. Je vais vous dire, votre livre me fait un petit peu peur. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce que je crains que beaucoup d'écrivains cèdent à votre exemple. Je veux dire, votre livre. Non, attendez. Publiez évidemment quelques extraits de votre journal intime, mais vous y mettez aussi toutes des grandes interviews que vous avez accordées à des journalistes. Vous y recueillez des articles très favorables qu'on a publiés. Et très contre aussi. Très contre. Mais je me dis, si un jour tous les écrivains font comme Jean Hederne Allier, recueillent leur Brestbook et le publient avec les interviews qu'ils ont accordées à la presse, on est fichu. Alors là, c'est le déferlement des livres. Et d'après les gens qui l'ont lu et qui l'ont aimé, ce livre est vivant, c'est un livre de passion. C'est vrai. Et puis j'ai voulu inventer un genre littéraire nouveau, après tout. Ne nous conformons pas aux habitudes et aux règles. Vous savez qu'il faut toujours les briser pour en inventer de nouvelles. Au fil des années, je pense qu'il a perdu de son ambition littéraire. Il n'a plus cru en sa chance de rester comme un très bon écrivain. Et donc, il s'est tourné de plus en plus vers le journalisme, vers la télévision, enfin, vers ce qui fait de l'Esbrouf, ce qui fait de l'épate, vers l'image. Son problème, au fond, c'est ça, c'est qu'il était toujours partagé entre l'action et l'écriture. Au fond, il aurait été extrêmement à l'aise dans les années 1830-1848. Je pense aussi bien sur les barricades de 1830 que sur celles de 1848, il aurait été très à l'aise, car à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui étaient à la fois écrivains, journalistes, hommes d'action, courants, il habitait Place des Vosges, mais il me fait penser à Victor Hugo, qui lui aussi, il allait Place des Vosges, après il allait chez sa maîtresse, après il allait sur une barricade, et après il allait au Sénat, après... Voilà, c'était ça, il avait ce goût-là. Mais il aurait fallu qu'il se discipline certainement plus. En mai 68, Jean Hederne a 32 ans et aucune opinion politique définie. Mais l'effervescence révolutionnaire le séduit immédiatement. Il prend en marche le train du gauchisme et devient un maoïste en Ferrari. J'ai quitté Jean Hederne pour aller vivre aux États-Unis et je l'ai retrouvé en juin 68. Et quand j'ai débarqué du bateau, il est venu me chercher en Ferrari et il m'a dit « Tu sais, on a fait la révolution ». Alors, est-ce que Jean Hederne avait des idées politiques? C'est très compliqué. La vision politique qu'il a, c'est une vision de pouvoir, donc de gloire. C'est-à-dire, il a compris qu'il faut faire un journal pour être quelqu'un. Le premier modèle politique de Jean Hederne Allier, c'est le couple Sartre et Beauvoir, intellectuel devenu militant avec le journal La Cause du Peuple. Nous sommes arrêtés parce que nous avons raison. À partir de la fin 68, il va tout faire pour essayer de trouver des fonds, etc., pour faire un journal. Mais les dirigeants historiques de 68, à partir du moment où il fait l'Idiot, c'est-à-dire en décembre 69. L'Idiot a une caractéristique qui est d'ailleurs liée un peu à la personnalité d'Hederne, c'est-à-dire, et c'était un arlequin, enfin c'était une arlequinade d'opinion qu'on appelait à l'époque progressiste. À l'Idiot, on va retrouver une grande partie de ceux qui ont été des acteurs actifs et penseurs du mouvement gauchiste. La carrière gauchiste de Jean Hederne Allier ne dure pas longtemps. En 1974, il est envoyé au Chili pour distribuer aux résistants anti-Pinochet des fonds récoltés par Régis Debray, un des grands intellectuels révolutionnaires de l'époque. Il rentre quelques mois plus tard sans l'argent, mais sans l'avoir distribué non plus. Ses anciens amis le désavouent et le dénoncent publiquement. Les histoires avec Régis Debray, c'est quand même hallucinant.
Il a été très ami de Régis. Il est quand même parti avec l'argent de la résistance chilienne. Et moi, je l'ai vu quand il revenait, il m'appelle. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as encore fait comme connerie insensée? Il me dit, mais rien du tout. Au Chili, je les ai vus. Ceux que j'ai vus étaient douteux. Oui, j'en ai planqué un peu dans une colline. Mais le reste, j'ai acheté 400 000 hectares en Amazonie. Regarde, j'ai les titres de propriété. C'est pour les vrais, les purs, les bons. Quand ça sera foutu au Chili, il faudra qu'ils aillent quelque part. Alors, de grands Il avait acheté 400 000 hectares, soi-disant. Mais j'ai jamais su. Il écrit aussitôt un roman, inspiré directement de ses aventures chiliennes, dans lequel il se justifie en dénonçant la naïveté des illusions gauchistes. Nouvelle mue d'un Jean Hederne caméléon qui annonce aussi l'évolution de son époque. Jean Hederne, quand il parlait des trucs, il y croyait. Et successivement, il croyait. À chaque instant, il croyait ce qu'il disait, ou il avait l'air. Est-ce qu'il croyait ce qu'il avait l'air? François Mitterrand, si je vous critique, sachez d'abord que c'est à l'intérieur du camp socialiste et que je me désolidarise complètement des autres participants de ce débat. Donc, je tiens à le dire tout de suite. Entre François Mitterrand et Jean Hederne-Allier, c'est d'abord une fascination réciproque, attraction fatale entre l'homme de pouvoir fin lettré et l'écrivain qui brûle de monter sur la scène politique. Mais pour ce qui concerne le combat d'aujourd'hui, la circonstance qui se propose, alors je suis d'accord avec Hederne-Allier. Il avait fait campagne en 1974 pour Mitterrand. Mitterrand est battu. Le lendemain de sa défaite, première visite qu'il fait, c'est d'aller voir Jean Hederne. Il ne va pas voir Régis Debray, il ne va pas voir un autre écrivain ou un autre intellectuel, il va voir Jean Hederne. Et donc, ils sont très très liés à cette époque-là. Jean Hederne met sa plume au service de Mitterrand avec un pamphlet féroce contre Giscard. Aux élections européennes de 1979, il crée une liste pour mieux tirer sur le gouvernement et sur les journalistes alors en place. Jean Hederne en campagne, ou comment se faire un maximum d'ennemis en un minimum de temps. L'abjection règne. Elle cabache aux mains moites de Frousse. Roger Giquel à la tête de CRS en congé de maladie. Les frères Duhamel, le régime en attend même un troisième pour la Noël. Des petits Jésus de la lèche éhontée. Bassi ou Cavada, si nuls, si prétentieux ou falsificateurs que même une radio africaine, même l'empereur Bokassa hésiterait à les employer. Tous valaient du régime, que dis-je, du fantasme giscardien, ce chef-d'œuvre de transparence et de vide. Votés, nuls, basques, alsaciens, occitans, flamands, corses. En mai 81, c'est la victoire de François Mitterrand, et Jean Hederne-Allier croit sans doute qu'il a gagné aussi. Il n'est pas invité à l'Élysée le jour de l'investiture, mais il force la porte et il se met à la place d'un ambassadeur dans les tables du jardin. Et dans le fond, il s'est tellement culotté que Mitterrand aime beaucoup ça. Et dans le fond, ça ressemblerait, d'une certaine manière, à Mitterrand jeune, ce genre de culot. Je vous posais comme question, n'avez-vous pas peur d'être un jour banalisé comme les intellectuels du régime? Non, je suis heureux de ce changement de régime, pas comme Fernand Reynaud. Je suis heureux parce que je l'ai voulu, parce qu'il était nécessaire. Et je suis sûr que François Mitterrand sera ce qu'il est déjà, c'est-à-dire un très grand président. Je crois qu'il attendait de François Mitterrand, président de la République, qu'il lui attribue je ne sais quelle fonction, je ne sais quelle responsabilité. La vôtre, peut-être. Peut-être la mienne, ou à la télévision ou ailleurs, voilà. Et donc, je crois que la fureur d'Hederne-Allier a été proportionnelle à sa déception. Le livre est dédié à François Mitterrand et à Claude Cadriel pour m'avoir mis au vert. Comprenne qui voudra, comprenne qui pourra. Alors moi j'ai compris à François Mitterrand pour m'avoir mis au vert, c'est-à-dire que Mitterrand ne vous y en nommait ni directeur de chaîne ni ministre, donc évidemment vous étiez au vert. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Pour être ministre. C'est ça ou c'est pas ça? l'Académie française, j'en sais rien. Non, non, il ne peut pas vous nommer à l'Académie française. Alors pour être... Comment? Il est le protecteur de l'Académie. Alors pour être ministre, je ne souhaite qu'une chose, c'est être ministre de l'imaginaire. Avec les ministres... Allons-y, c'est ridicule. Alors, bon, nous avons... 2 jours après son passage chahuté à apostrophe, Jean Hederne-Allier rebondit à la une des médias. Il est victime d'un enlèvement. En France, maintenant, aucune nouvelle de Jean Hederne-Allier, pas le moindre indice pour les policiers de la brigade criminelle qui mènent l'enquête, les brigades révolutionnaires françaises que personne ne connaît d'ailleurs et qui ont hier revendiqué l'enlèvement de l'écrivain par un coup de téléphone à l'AFP, n'ont plus fait parler d'elle. Ce soir, on penserait plutôt
un enlèvement crapuleux, même si aucune demande de rançon n'a, à notre connaissance, été formulée. Jean Cau a révélé le contenu d'une conversation téléphonique qu'il avait eue avec Jean Edernalier, qui lui aurait dit au téléphone « J'ai raté mon apostrophe, je suis prêt à frapper un grand coup ». D'une certaine mesure, on peut dire que vous seriez responsable alors de cet enlèvement. Vous vous sentez un peu responsable? Non, je ne suis pas du tout responsable. Alors, il n'était pas très content de lui. Mais vous avez l'impression qu'il était prêt à faire quelque chose? Ah non, pas du tout. Non, absolument pas. Ça, je peux absolument pas dire cela. Simplement, il était déçu, c'est tout. Coïncidence troublante, une bande dessinée de Pétillon venait de paraître, intitulée « Les disparus d'apostrophe ». Elle racontait justement l'enlèvement de plusieurs écrivains invités dans l'émission. Edern n'a aucune imagination. Il a beaucoup d'imaginaire autour d'un fait, mythomaniaque, comme on l'a souvent dit, et c'est vrai, mais dans le fond, il faut toujours une base réelle. Je vais vous demander, Bernard Pivot, ce que vous pensez de ces enlèvements. Je ne pense pas grand-chose. J'essaye de trouver la cohérence, la logique de tout ça, et je ne la trouve pas. Mais simplement, je me disais, qui peut bien avoir eu le culot d'enlever Jean Edernalier et donc d'être obligé de passer des jours et des nuits avec lui. Et donc, alors, là, le type, il faut qu'il soit costaud. Dans la tchatch, il faut qu'il soit bon. Pour moi, c'est la dernière personne enlevée, c'était Jean Edern. Si un doute subsistait encore hier soir sur la disparition de Jean Edernalier, qu'il ne serait qu'un vaste canular, une mystification, pour la première fois, donc, les ravisseurs exposent les motifs de l'enlèvement, des motifs purement politiques, à savoir la connivence de l'écrivain avec le pouvoir socialo-communiste. La société du spectacle, c'était Jean Edernalier. Il a inventé cette société du spectacle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est lui qui l'a initiée. Il savait transformer tout en spectacle. Il a transformé son enlèvement, il a monté un enlèvement pour faire du spectacle. Et il a fait les 400 coups pour que les télévisions viennent le voir, pour qu'il ait des papiers dans les journaux. Moi, je suis sûr que c'était du bidon, l'enlèvement. Ah oui, certain, oui. Certain. Je ne sais pas où il était, je ne sais pas comment il avait monté son coup, mais moi, je sais que c'est du bidon puisqu'il m'a appelé. Il m'a appelé et je crois que c'est la veille ou 2 jours après, il a été soi-disant libéré. Bon, je ne refuse pas de parler. J'ai prévenu l'AFP de ma libération. Les nécessités de l'enquête m'obligent à me taire pour l'instant. Je vous remercie de votre amitié et je suis très fatigué. Ça finit en autre boudin, c'est-à-dire qu'il ne sait pas comment revenir et il revient lamentablement. Il n'y a pas d'autre terme. Vous avez lu la presse. Qu'avez-vous à dire à ces journalistes qui, aujourd'hui, écrivent ou refusent d'écrire sur vous, puisque, par exemple, le quotidien de Paris titre « Désolé, on ne joue plus » et vous consacre 2 pages en blanc en disant « Si Jean Edernalier s'attendait à trouver ici le compte-rendu du dernier épisode de son feuilleton, il va être déçu ». Je ne l'ai pas lu, je l'ai feuilleté, je l'ai regardé. Personne n'est maître des fantasmes qu'on provoque, d'amour ou de haine dans la société du spectacle. On l'a beaucoup critiqué pour cette histoire-là, et je pense que c'est un chef-d'œuvre dans le genre, son enlèvement. Il fallait quand même le faire, il fallait oser le faire. Et surtout, 2 mois après, plastiquer l'appartement de Régis Debray, non plus ça se fait plus, ça. C'était le dernier des grands vivants, en fait. Un attentat au plastique contre un appartement occupé il y a 3 jours encore par l'un des principaux conseillers de François Mitterrand, politique étrangère, Régis Debray. Un attentat revendiqué par des brigades révolutionnaires françaises, cette même organisation qui avait enlevé l'écrivain Jean Edernalier. Mes ravisseurs, a déclaré l'écrivain, entendu cet après-midi par la police, m'avait parlé d'un projet visant Régis Debray. Je l'avais dit à l'époque à la police. Un jour, mon paillasson a brûlé. On a venu mettre le feu à mon paillasson et une partie de la porte d'entrée a brûlé. Alors, tout le monde m'a dit que c'était Jean Edern qui avait fait le coup. Bon, je lui ai demandé, bien entendu, il m'a dit non. C'était à l'époque où il y avait des paillassons qui flambaient. Celui de Françoise Malle-et-Joris, me semble-t-il. Régis Debray, enfin là c'était plus que paillasson, là c'était bien autre chose. Enfin bref, est-ce que c'est lui, c'est pas lui, j'en sais rien. Mais il n'y a jamais de jugement avec Jean Edern. Je vous signale que l'enlèvement, ça s'est traduit par un non-lieu. Donc le plasticage aussi, et mon paillasson aussi. Mais je ne sais pas trop pourquoi il serait venu mettre le feu à mon paillasson. Peut-être parce que je ne l'avais pas invité à une émission, ça suffisait.
Jean Edernalier. Il y a un peu plus d'un an, vous étiez ici même à Apostrophe. Le surlendemain, vous étiez mystérieusement kidnappé, relâché mystérieusement aussi une semaine plus tard. Vos ravisseurs courent toujours, vous aussi. C'est pourquoi vous pouvez venir aujourd'hui nous proposer L'Enlèvement, publié par Jean-Jacques Pauvert aux éditions Alésia. Le nouveau livre de Jean Edern présente sa version romancée des faits. Il y raconte comment il est resté en relation avec son ravisseur. Je lui ai dit, t'as qu'à faire un attentat. Et je lui ai suggéré mon vieil ami Régis Debray. Alors, une première fois, je suis réveillé la nuit dans un orage. Mais là, vous êtes sérieux ou pas, là? Vous êtes sérieux ou pas? Je suis absolument sérieux et je revendique absolument cet attentat que j'ai fait. Pour une fois que vous avez un terroriste ici, puisqu'on n'en arrête jamais, je vous donne mes mains pour mettre les menottes. Je l'ai fait absolument et je ne demande pas mieux d'aller en prison. Il faut emprisonner Voltaire, il faut emprisonner Voltaire. Vous préparez un nouveau livre, je crois. La prison, c'est très bien. La prison, c'est la santé. Alors, la parole à la police. Si ce qu'il dit ce soir devant nous tous est vrai... Alors, est-ce que ça mérite l'inculpation? Ah ben, naturellement. Et j'étais convoqué hier, et je ne me suis pas rendu, d'ailleurs, pour pouvoir donner la primeur de mes révélations à Apostrophe. Jean Edern. Bon, c'est très gentil de nous garder la primeur de ses réflexions. Cher Bernard, je vous dois bien ça après ce qui s'est passé l'année dernière. Oui, mais excusez-moi, mais où est la littérature dans tout ça? Il n'y a pas de littérature. Il y a une littérature absolue. Il y a la vérité. Je pense qu'on ne peut pas écrire de grands livres ou de véritables livres si on ne s'enfonce pas complètement à corps perdu. Chaque livre est un naufrage. Vous faites un attentat contre Régis Debray maintenant pour faire de la littérature, pour écrire des livres? Eh ben je comprends rien, moi, alors. Eh ben oui, mais il n'y a pas que ça. Il propose pire que le crime contre l'humanité, le crime contre l'innocence, et nous songeons à enlever un certain enfant d'un président de la République. Un progrès décisif dans le crime, je crois, c'est votre expression. L'enlèvement d'un certain enfant d'un président de la République, c'est une menace directe contre Mazarine et la déclaration de guerre de Jean Edernalier à François Mitterrand. Nous, on ne le croyait pas, mais dès décembre ou janvier 82, déjà, il nous a dit, Mitterrand, il est malade, il a un cancer, il va mourir. Mitterrand était élu depuis à peine 6 mois. Ça, moi, je l'ai entendu plusieurs fois, il nous a dit ça. Et de même qu'il nous parlait de Mazarine. Il ne cessait de nous parler de Mazarine, de la fille cachée du président. Moi, je ne le croyais pas à ce moment-là. Je disais, Mazarine, c'est un nom d'écrivain. D'ailleurs, personne ne s'appelle Mazarine. C'est une invention. C'est des choses que tout le monde se racontait, enfin, entre nous, hein, entre journalistes. Il y avait une espèce de règle tacite. C'est vrai que la vie privée était quand même considérée à part. Elle a toujours été un peu considérée à part quand même dans ce pays. Ici, on avait déjà vu le président avec sa fille, donc il venait sans se cacher des autres clients. Donc c'était ce qu'on appelle un secret de polichinelle. Hein. Tout le monde savait, personne ne disait rien. Il m'a montré sous le manteau, comme à beaucoup d'autres d'ailleurs, des versions successives et souvent différentes, de la vie secrète de François Mitterrand. Je ne sais plus comment il l'appelait, l'honneur perdu de François Mitterrand. Et il me montrait des passages croustillants, très réussis sur le plan d'ailleurs stylistique. Par parenthèse, il y avait plusieurs manuscrits qui passaient dans Paris. Moi, le mien avait une dédicace assez extraordinaire. Il était ainsi dédié à Michel Rocard comme convenu. Là, on voit quand même le Jean Edern, vraiment, rien que déjà la dédicace, boum, ça explose. Moi, à titre personnel, je lui conseillais de ne pas publier. Je lui disais, tout ce que tu veux, les idées, affronte-le sur le plan des idées, mais ne l'affronte pas sur le plan de sa fille. Jean Edern, par exemple, de son point de vue, a considéré que François Mitterrand n'avait pas à cacher qu'il avait eu un enfant avec une autre femme, n'avait pas à cacher son état de santé parce qu'il avait quand même annoncé qu'il informerait le peuple français de son état de santé, ce que ne faisaient pas les présidents précédents. Il me téléphonait tous les matins en me disant « Mais est-ce que tu as donné mon manuscrit à Mitterrand ?» Et monsieur Mitterrand... moi, je me suis bien gardé de le lire parce que, sans savoir ce qu'il y avait dedans, je savais qu'il était sulfureux. Et un jour, François Mitterrand vient dîner à la maison un soir. Je dis, Monsieur le Président, Edernalier me tanne tous les matins. Il a un manuscrit. Je ne l'ai pas lu, mais je crois que c'est sordide. Est-ce que je vous le donne? Et Mitterrand a une réaction très extraordinaire. C'est comme si je lui brûlais les mains. Il a eu un réflexe comme ça. Il en savait plus que moi sur le manuscrit. Il avait déjà dû avoir des échos. Il m'a dit jamais jetez ça à la poubelle. Et c'est là que la haine est montée et que Mitterrand a créé une sorte de rempart contre ce livre où tout le monde s'est agité. Il y avait 30 personnes qui s'agitaient dans Paris
pour que le livre ne paraisse à aucun prix. Bon, enfin, j'ai découvert avec évidemment stupéfaction après que toutes les conversations qu'on avait, lui et moi, sur ce sujet, mais lui et beaucoup d'autres, étaient entendus, écoutés par l'Élysée. C'est une chose, évidemment, alors là, qui vous révulse complètement quand on est journaliste. Sur ordre de l'Élysée, le tout Paris était sur écoute. Les conversations de journalistes, d'avocats, d'écrivains étaient enregistrées puis décryptées, leurs lignes téléphoniques personnelles mises sous surveillance et les téléphones publics de restaurants à la mode, comme ici, celui de la Closerie des Lilas, étaient branchés sur la cellule antiterroriste de l'Élysée. L'écrivain Jean Edernalier fut à partir de 1985 l'un des hommes les plus surveillés par la cellule d'écoute. À l'époque, Jean Edernalier cherchait à faire publier son pamphlet sur François Mitterrand. Sur les 5000 écoutes dénombrées, il y en a plus de 1000 qui touchent moi-même et mon entourage. C'est 1000 fois Watergate. Mitterrand, c'est quelqu'un qui faisait des secrets sans cesse. Et que Jean Edern ait révélé ça, c'était très intéressant parce que ça prouvait à la fois la manière d'être de François Mitterrand et ensuite, quand on a vu la façon dont il a traité Jean Edern, ça a révélé la manière cynique dont il allait traiter le pouvoir. La bombe de Jean Edernalier n'éclatera qu'après la mort du président. Les pressions de l'Élysée auront empêché sa publication pendant 14 ans. À l'époque, on nous faisait bien comprendre, moi j'avais les lunettes noires pour Nuit Blanche, on nous faisait bien comprendre que bon, si on l'invitait pas, c'était pas plus mal. Alors évidemment, on vous dit jamais dans ces cas-là, n'invitez pas Jean Edernalier, évidemment. Jean Edern était un peu tricard à la télévision dans les années 80, donc il s'était fait prêter un chien par des voisins pour passer dans la seule émission où il pouvait parler de ses livres, qui était une émission animalière qui s'appelait 30 millions d'amis. Et donc, dans 30 millions d'amis, le sujet, normalement, c'était le chien. Alors, le journaliste lui dit « Alors, Jean Edern, comment écrivez-vous ?»« Ah, j'écris toujours avec mon chien à mes pieds. » Et puis, il appelle le chien, on voit que le chien n'a jamais vu Jean Edern de sa vie. Il a « Médor, viens là !» Hop, il prend le chien dans ses bras, le chien commence à aboyer, va pour le mordre, donc il le lâche. On comprend que le chien n'a jamais vu Jean Edern. Il l'appelle et le chien ne vient jamais. Après, les journalistes filment le chien tout seul dans un coin. Jean Edern essaye de l'approcher, le chien se tire. Et il dit « Oui, mais d'ailleurs, dans mon dernier livre, que j'ai écrit avec mon chien sous les pieds, et là, il parle de son livre, et les mecs, oui, mais alors le chien, oui, le chien. Mais j'en parle d'ailleurs de mon livre, des chiens, car dans mes livres, vous savez, les animaux, etc., que pour parler de ces livres. » Le chien, bon, dans un autre de mes romans qui s'appelait Chagrin d'amour, le chien c'était le guide de l'aveugle, bien sûr, et l'aveugle c'est le voyant, et l'aveugle c'est le poète, et l'aveugle c'est Homère. C'était la traversée du désert, hein, c'était vraiment les sales années où il y avait finalement très peu de gens autour de lui. Hein. Il a été, comme toujours, quand un géant tombe, hein, il n'a plus personne autour de lui, hein, c'est toujours comme ça. Alors ça, il vivait ça très mal. C'était dans une situation financière évidemment catastrophique. Et il a beaucoup souffert pendant un certain nombre d'années, encore que, on peut dire aussi qu'il se complaisait un peu dans son statut d'écrivain maudit. Hein. Ça fait 4 ans d'ailleurs que je ne suis pour ainsi dire plus reparu dans les médias et je me sens un peu parmi vous comme la belle au bois dormant avec ce Foucault dont je ne peux pas parler si je ne le lis pas très profondément à son contexte. J'allais très mal il y a 4 ans, j'avais des problèmes avec les journaux que j'essayais d'éditer, un pamphlet que je n'arrivais pas à éditer, avec mes amis s'éloignaient peu à peu de moi, je commençais à trouver une solitude de plus en plus grande et de plus en plus profonde. En plus, ma mère, que je n'aimais pas, je croyais ne pas aimer du moins, était en train de mourir et est morte. Et ces derniers mots ont été quasiment, au lieu de faire tes bêtises, car elle me disait des bêtises, etc., tu n'arrêtes pas de faire des bêtises, tu ferais mieux de faire ton Foucault. L'Évangile du fou est la dernière grande tentative romanesque de Jean Edernalier, qui ne se résout pas à rester un simple écrivain. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il a toujours des ambitions débiles, entrer à l'académie, ses campagnes avec tous ses copains académiciens qui lui jurent qu'ils vont voter pour lui, qui évidemment ne le feront pas. C'est un artiste, Jean Edern. Et vous savez, à l'académie, il n'y a pas toujours des artistes. Et il n'y a pas toujours des écrivains non plus. Lui me semblait tout à fait indiqué, et puis j'aimais bien sa façon de prendre la vie d'une façon burlesque. Où est le pouvoir? Est-ce que c'est devenir un grand écrivain et faire être à la parce que ou alors, est-ce que ce sont
toute cette pacotille, etc. Entrer à l'académie. Le prince Ringuet me raccompagne avec déférence en bas de son appartement. Jean-Denis Bredin m'adresse un téléphone exquis qui ne présage rien de son vote, mais confirme le retournement du climat. Georges Duby me confirme son soutien inconditionnel. Puis il va dîner chez Julien Green. C'est pitoyable. Et il y croit. Il sait pas que... C'est extraordinaire qu'un type qui était un tel génie du mensonge n'arrivait pas à croire que les autres lui mentaient. Moi, je fais ça et j'entre demain à l'académie, tu n'en doutes pas. Alors, et précisément, je ne le fais pas et je ne veux pas le faire. Réponse, pourquoi? Mais bien évidemment, je n'ai aucune raison de faire baisser mes prix. Or là, ce qui est étonnant, c'est que c'est la mésestime profonde de soi-même. Il attend de petits hochets comme ça, la reconnaissance à laquelle un moment, il se dit que si l'académie, il va plus avoir les huissiers derrière, que les histoires de fric vont se régler, qu'on n'osera pas envoyer des huissiers chez un académicien, il est pas fou non plus. C'est un parapluie qui lui sert. Toi, tu te gères plus prudemment. C'est comme les politiques, au fond. Ils rêvent toute leur vie de ce qui les a fait rêver vers 20 ans. Et donc, lui avait dû rêver d'honneur et d'une gloire littéraire finalement très à l'ancienne, très cadenassée. Et il a poursuivi ça toute sa vie, tout en étant une espèce de punk furibard, quoi, de personnage de dessin animé totalement délirant. Donc j'appelle Jean Edern et je dis que j'ai un truc formidable pour toi. Mais c'est très risqué, parce que si tu fais cette pub, tu n'entreras jamais à l'Académie française. Mais au contraire, ça va me faire une pub formidable. Et quand on vents et marées, il l'a fait, je pense parce qu'il savait qu'il n'entrerait jamais à l'Académie. Et là, il se déchaîne, Jean Edernalier. Il se déchaîne parce que, d'un coup, il a envie de devenir un personnage un personnage du moment. Il a envie de devenir un people, comme on ne le disait pas encore à l'époque, mais on dirait aujourd'hui, il a envie de se pipoliser, voilà. Il était picousé aux médias, et s'il n'avait pas tous les matins son shoot médiatique, il tournait pas rond. Et donc, il m'appelait très souvent parce qu'il était toujours en rupture de médias, et il cherchait des coups, et il voulait faire de la pub, et il voulait exister. L'académie, c'est pas tout dans la vie. Nous avons fait avec Jean Edern un livre qui s'appelait Le dandy de grand chemin. Donc il m'a dit, on va s'enfermer au crayon pendant 15 jours, 3 semaines. Et puis tu vas m'interviewer avec un magnétophone. Et puis ensuite, tu écriras ça. Alors il m'appelait le room service, il faisait monter des quantités de champagne, etc. Il invitait toutes sortes de jeunes filles qui arrivaient dans le séjour, des écrivains, etc. Et il pouvait y avoir 30 ou 40 personnes. Parfois même, le directeur de l'hôtel débarquait en disant « Mais qui va payer tout ça? Qui va payer tout ça? Qui va payer tout ça ?» Et Jean Edern claquait la porte en disant « Cachez-vous, vil commerçant, vous voyez bien que vous êtes ici dans le domaine de la littérature. » Il avait un génie extraordinaire pour attirer tout et tout le monde. Les gens venaient, les journaux, les gens, tout le monde en... Oui, c'était un battleur absolument prodigieux. Voilà. Mais il avait énormément de réseaux. Je pense que sa tête était extraordinaire. Il avait tous les noms de tout Paris dans sa tête. C'était un vrai carnet d'adresses. Alors en même temps, il était complètement fou et alcoolique, mais en même temps, il avait un sens de la mondanité gigantesque. Donc il était extrêmement efficace. Il pouvait rencontrer qui il voulait, quand il voulait. Il m'a dit j'ai très envie de relancer l'Idiot International, ce fameux journal qu'il avait lancé dans les années 60, 70 et qu'il voulait relancer perpétuellement. C'était un de ses rêves perpétuels. Et il m'a demandé si je voulais collaborer à l'Idiot International. La relance de l'Idiot International marque une vraie renaissance pour Jean Edernalier. Il peut désormais s'exprimer avec toute la liberté et l'insolence qu'il juge nécessaire, et il fait la conquête d'une nouvelle génération d'admirateurs. On achetait l'Idiot et on se jetait la plupart du temps sur l'édito de Jean Edern en se disant qu'est-ce qu'il va bien pouvoir inventer cette semaine, sur qui il va bien pouvoir taper et comment il va scier la branche sur laquelle il est assis et déjà qu'elle est brinque-ballante, elle ne manquera pas de tomber. Et c'était toujours une grande surprise et une grande joie, un grand délire de voir qu'il allait s'attaquer encore une fois aux académismes, aux institutions. On lisait un journal euphorique qui était dominé et porté par des superlatifs et une mégalomanie royale, celle de Jean Edern, qui a malgré tout monopolisé l'Idiot. Dans l'Idiot, il y avait Besson, Soler, Snab, Maznev. Bref, il y avait vraiment une grosse partie de ce qu'était la littérature dans les années 90. Mais c'est l'aura de Jean Edern qui chapeautait tout ça, qui portait tout ça, c'est sa folie. Il
faut bien se rendre compte que Jean Edern est issu d'une famille de militaires, quoi, et qu'un journal, pour un écrivain, ça reste une arme. C'est vraiment le symbole aussi que j'en garde, c'est qu'il s'en est servi comme une arme pour prêcher dans le désert, et ça lui a valu toutes les emmerdes. Grâce à son journal, Jean Edern va pouvoir lancer ses propres croisades médiatiques. Il décide de publier les versets sataniques de Salman Rushdie, malgré les menaces de mort du gouvernement iranien. Il défie du même coup l'éditeur Christian Bourgois, qui en détient les droits mais n'ose pas le publier, et qui lui intentera un procès. Jean Edern ira lui-même déposer ce numéro spécial de l'Idiot International à l'ambassade d'Iran. Je pense qu'il y a des moments où la liberté est tellement en jeu qu'il faut que quelqu'un dresse un peu sa tête au-dessus de la mêlée en disant « voilà, il y a des choses à faire ». En 91, l'Idiot International sera le seul journal à s'opposer à la guerre du Golfe. Jean Edern dénonce alors la lâcheté des politiques et des médias, et il part lui-même à Bagdad pour couvrir le conflit du côté des Irakiens. On a pu faire des bons coups. Moi, par exemple, j'avais dénoncé, j'avais mis sur le même plan le coup d'État en Roumanie et le massacre par l'armée américaine au Panama, où l'armée américaine est intervenue pour prendre Noriega, et elle a tué 2000 Panaméens comme ça d'un coup. Une intervention comme ça dans un pays en paix. On avait fait une très très bonne première page. L'œuvre de Jean Edern, c'est en même temps le portrait de son époque. C'est-à-dire, il y a à la fois les gens qu'il a attaqués, les gens qu'il a défendus, et c'est pas de lui qui parle, c'est de la façon dont il regarde l'époque. Et donc ça, c'est un vrai journaliste. Je dirais même que c'était un meilleur journaliste qu'un romancier. Je crois que le meilleur de son œuvre, ce sont les chroniques dans l'Idiot. Pour moi, c'est évident, c'était extraordinaire. C'est un polémiste extraordinaire. Le premier journal au XVIIe siècle s'appelait un canard, c'est-à-dire un bobard. Évidemment que la presse ment. Elle ne peut pas ne pas mentir. Elle ne peut parler que de l'écume des choses alors que la mer est très profonde. La presse va même au faux, comme le chien va à la merde, avec un flair absolument infaillible. Alors, je ne dis pas que l'Idiot International dise la vérité plus que d'autres journaux, je ne dis pas que nous sommes plus forts, je dis que nous essayons de reprendre la grande tradition de la presse du XIXe siècle, de la presse de francs-tireurs, de la presse du combat immédiatement après-guerre et de la presse des grands écrivains. Jean Edern, c'est quelqu'un qui n'arrêtait jamais. Il faisait son journal en permanence. Et donc c'était une boule de désordre, l'Idiot International, mais une boule de désordre dont partaient des éclairs extraordinaires. Et un endroit de liberté complète. Chacun pouvait... il peut y avoir un édito de Jean Edern et à côté un papier qui disait exactement le contraire. Ça arrivait souvent... Ça ne dérangeait pas Jean Edern. Ce qui était important, c'est que le débat d'idées ait lieu. Voilà, celui-là, c'est tapis au trou. Nous avions commencé la première fois par tapis, c'est fini. C'est pas encore complètement fini, mais on va s'arranger pour que ça soit fini une fois pour toutes. Nous sortons des documents littéralement accablants contre tapis. Et la semaine prochaine, nous allons sortir la comptabilité de l'OM de Marseille en montrant comment il pique dans la caisse. Bon, alors ça, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on rit, nous, on est là, on rit. Ouais. Bon, vous avez quand même été condamné pour diffamation à l'égard de Bernard Tapie. L'Idiot International tire à boulet rouge sur les proches de Mitterrand, et bientôt, les procès commencent à pleuvoir. J'avais adopté comme principe de poursuivre en justice tout journal qui me calomniait. Je l'ai poursuivi. Et j'ai obtenu gain de cause. C'était Georges Kejman, mon avocat, et ça a été un procès haut en couleur. Les premiers procès en diffamation, pour des articles publiés dans l'Idiot, hein, il ne s'est pas défendu. Je n'ai jamais compris pourquoi. Bon, et ensuite, il n'a pas fait appel des jugements qui étaient extravagants. C'était je parle en francs, des 500 000 francs, 1 million de francs de dommages et intérêts pour diffamation, ce sont des chiffres que les tribunaux n'atteignent jamais, même encore maintenant, même des années plus tard. On ne donne jamais ça en matière de diffamation. Il suffit qu'il soit condamné pour avoir reproduit, par exemple, le casier judiciaire de tel ou tel, pour que le lendemain de la condamnation, il le republie, il recommence, hein, il récidive. Hein. Il y a une vraie détermination chez lui d'agiter, de provoquer et de rechercher la persécution. L'Idiot International était un journal qui m'a fait bien des soucis parce que d'abord, il y dépensait beaucoup d'argent. Le journal était le motif de sa persécution, c'est-à-dire qu'au moment où il a voulu publier son livre L'honneur perdu de François Mitterrand, a essayé de le publier en journal et les imprimeurs ont été persécutés. Il y avait des sabotages des films offset. Il avait toutes sortes d'ennuis avec le journal.
Moi, je le disais toujours, Jean Hederne, puisque tu écris des livres. Aucun journal n'a eu des amendes à payer aussi monstrueuses que l'Idiot International, qui a été littéralement tué par les condamnations juridiques. Et ça, même si Jean Hederne pouvait agacer, ça bandait les muses de tous ses ennemis. Personne n'avait envie de le laisser tomber. À chaque fois qu'il est allé à un tribunal, Jean Hederne, c'est fou, il y avait une armée qui venait, et dans l'armée, il y avait plein de jeunes journalistes que personne ne connaissait comme moi, mais il y avait aussi plein de très grands écrivains extrêmement célèbres. Il y avait des gens de l'Académie française, il y avait des grands patrons, c'était éblouissant la cour de Jean Hederne. À la suite des procès, tous les revenus de Jean Hedernalier sont confisqués. Il est condamné à vendre son appartement pour payer 4 millions de francs de dommages et intérêts à Bernard Tapie. Bousculade, slogan anti-tapis et même aux ironies la Marseillaise, tout y est passé cet après-midi lors de la vente aux enchères de l'appartement de Jean Hedernalier, soutenu par 300 personnes. Une adjudication auquel le tribunal a sursis suite à la récusation par l'écrivain de la présidente. Motif, l'impossibilité pour elle de tenir ses enchères, de nombreuses personnes ne pouvant y assister faute de place. Autre récusé, le procureur accusé d'amitié avec Bernard Tapie. Nouvelle victoire donc pour Jean Hedernalier qui a lancé un appel au président de l'OM. Noblement à la clémence de ce petit Auguste de Marseille, n'est-ce pas? Sinon, le vainqueur qu'il est, aujourd'hui, sera demain vaincu. Oui, toujours, j'ai fait partie de tous les comités de soutien. J'ai toujours été là avec lui. Et c'était d'ailleurs très agréable. C'est bien d'avoir un copain comme ça, au secours duquel il faut voler sans arrêt. Le financement de l'Idiot était mystérieux, mais ce qui est certain, c'est que la famille de Jean Hederne a perdu tout ce qu'elle possédait dans l'aventure. Parce que des gens se sont comportés, des gens qui étaient des ministres, des gens qui auraient dû avoir un comportement moral irréprochable, se sont comportés véritablement comme des chacals. Oui, bien sûr, on peut parler d'acharnement politique, mais il faut dire aussi que Jean Hederne l'avait bien cherché. C'était toujours lui qui déclarait la guerre. À un moment, on habitait le même immeuble, alors je montais le voir le matin, et je lui demandais « Comment ça va, Jean Hederne ?» Et il me répondait invariablement « Je me bats, je me bats ». Alors, je me demandais contre quoi il se battait. Enfin, je le savais plus ou moins, mais je me bats. J'étais derrière lui parce qu'il fallait que je lui dise frère, garde-toi à gauche, frère, garde-toi à droite. Ce côté dandy et poète, il vivait dans la déglingue. C'est-à-dire qu'il avait besoin d'un canapé, d'une table basse, parce qu'il écrivait tout le temps sur une table basse, et d'un lit et c'est tout. D'un frigo pour mettre ses bières et sa vodka. Le reste, ils s'en foutaient complètement, en fait. Ils s'en foutaient de l'argent. D'ailleurs, il disait tout le temps que l'argent, c'est du liquide, ça coule. Je veux dire, c'est n'importe quoi, c'est pas... C'était vraiment un personnage atypique de nos clients. Difficile à cadrer, difficile à maîtriser, parce qu'il avait toujours quelqu'un, je dirais, dans le nez peut-être. Hein, donc il venait ici parce qu'il était sûr de le retrouver ou de pouvoir l'interpeller. À la grande époque de l'Idiot International, quand il a fait faillite, hein, parce que c'est un journal qui a disparu, et qu'il nous avait laissé une ardoise assez conséquente. Donc là, on s'était un petit peu fâché avec lui. Et puis il est revenu, bien sûr. Il était craint de tout le monde. Il était craint de ce qu'on appelle la société parisienne de connivence, c'est-à-dire tous les hommes politiques, dont il avait fait parfois des portraits épouvantables dans l'Idiot International et ailleurs, qu'il faisait chanter de temps en temps, car c'était un maître chanteur redoutable. C'est-à-dire, il appelait des hommes politiques, il leur disait « Si vous continuez comme ça, je publie un papier épouvantable sur vous ». Mais les gens n'en dormaient pas. Il était craint des éditeurs, il était craint de ses confrères écrivains, car évidemment, il considérait que les trois quarts étaient mauvais, ne savaient ni lire ni écrire. Je vois mon portrait à la une d'Idiot International. Je dis, tiens, c'est bizarre, etc. Et je vois le titre. Et je suis pris, qui non seulement était un article très violent contre moi, ça, c'était pas un problème, mais où il racontait que j'avais assassiné mon père. C'était vraiment écrit, que tout ce que j'écrivais, c'était des textes que j'avais volés à mon père après l'avoir assassiné, et que c'est ça que je publiais. Sur le moment, j'étais... Bon, et puis maintenant, après, j'ai dit, de toute façon, c'est tellement absurde que c'est pas grave. Jean Hedernalier, c'est l'anticonformiste absolu. Il traverse son époque en multipliant les rebonds imprévisibles. C'est ainsi que dans les années 90, il devient l'admirateur et le confident de Fidel Castro. Ça ne l'empêche pas de se rapprocher en même temps de Jacques Chirac, un nouvel ami politique qui pourrait lui ouvrir enfin la voie vers la télévision. Tu m'as téléphoné un jour
et il m'a dit, écoute, j'ai envie de faire une grande émission de télévision, qui sera une émission culte, car il imaginait la fin avant que ça commence, évidemment, toujours. 3 ou 4 jours après, il me téléphone, il dit, j'ai trouvé une chaîne, Paris Première, et quand je suis arrivé dans le bureau de Cyril Dupeloux, il m'a dit, bon, alors, d'accord, il va faire une émission littéraire, mais je compte sur vous pour que ça reste dans les clous, il va falloir quand même le tenir, l'animal. Je lui ai dit, vous savez, c'est impossible. À un moment où vous avez dit oui à Jean Edern, maintenant, tout peut arriver, et tout est arrivé. Voilà le livre de Mitterrand. Nous allons le noyer dans l'eau de son régime, l'eau de Vichy, pour en terminer, et alors exorciser. Et alors, de toute façon, ça fait beaucoup de bien pour les hépatites de la mémoire, pour nos foies malades. Comme disait notre ami Jean Edern, le livre flotte. Le livre flotte, mais c'est comme Mitterrand, ça flotte. Le livre surnage. Avec ses beautés. Le livre surnage, regardez-le. Jean Edern a amené à la télévision quelque chose de fondateur, et là je vais être sérieux 2 minutes, d'extrêmement important. Avant Jean Edern, toutes les émissions se croyaient obligées de dire du bien des livres qui sortent, des films qui sortent, des disques qui sortent. Et donc il n'y avait pas d'esprit critique. Philippe Labro, personne n'en dit du mal. C'est un bien absolu, c'est la vacuité totale. Alors il y aurait la couverture Harlequin, ça serait la même chose. Labro est un homme très très sympathique, mais enfin, dans cette espèce de concert de louanges sans la moindre critique, je suis obligé de verser par derrière moi, comme une vodka par les Russes, le livre de Labro. Merci messieurs. Entre ce que lui faisait et ce que font les entre guillemets provocateurs de télé aujourd'hui, Jean Edern c'est 1000 fois mieux. C'est tout. Vous regardez les émissions du Edern's Club et des trucs qui s'y passent et vous regardez ce que font les gens dans le métier ou le fonds de commerce aujourd'hui et la provoque, c'est misérable à côté de ce que faisait Jean Edern. C'est mesquin. Lui, c'était pas mesquin. C'était pas mesquin. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais été un employé. On avait décidé qu'on allait faire à l'époque, c'était le prix Paris Première, Jean Edern, le Jean Edern's Club, et la veille de la remise du prix, il n'y avait pas de montant honorable à remettre. Je crois qu'il y avait 5000 francs. Et Jean Edern dit, il n'est pas question que mon prix soit un prix minable. Et donc il avait sollicité 2-3 personnes et il n'avait pas répondu. Il a dit à Flelou, il va me donner ces 50 000 francs, sans ça je suis ridicule. Il a appelé à Flelou, il lui a dit, Alain, c'est bien simple, demain on enregistre la remise du prix. Si je n'ai pas ces 50 000 francs, je casserai mon unité directe et je dirais, ah c'est à Flelou, c'est de la merde. Évidemment c'est une menace, c'est odieux comme attitude, mais c'est complètement marrant de faire ça. Ça a marché. Et finalement le prix, je crois qu'il y a eu un très joli chèque. Il a été la transition entre la littérature littéraire, recluse, chateaubrianesque et presque autiste à cette société de l'image, de l'ego et de la célébrité. Jean Edern est peut-être le premier écrivain à avoir été célèbre, non pas par ses livres, mais en passant à la télévision. Je reçois Jean Edernalier. Je sais que c'est inexcusable, mais je ne peux pas m'en empêcher. Est-ce qu'il n'aurait pas été courageux, plus courageux en tout cas, de publier ce livre du vivant de l'ex-président de la République? Eh bien, cher Bernard Edern Pivot, cher Anne Edern Sinclair, tout simplement parce que je ne pouvais pas. Il aurait dû normalement sortir en 84-85, et s'il était sorti, il aurait certainement empêché le second septennat de Mitterrand d'avoir lieu. Ça devenait vital pour lui, la télévision, c'était son moyen de terminer en beauté. Madame, monsieur, bonjour. Jean Edernalier est mort ce matin. L'écrivain et polémiste était âgé de 60 ans. Il est décédé d'une hémorragie cérébrale alors qu'il circulait à vélo dans les rues de Deauville où il passait ce week-end. Je devais déjeuner avec lui et vers 11h du matin arrive un copain qui tient un resto, les 4 chats à Trouville, et qui me dit Jean Edern est mort. Je lui dis arrête tes conneries, on déjeune à 13h. On va à la morgue. Je dis à la morgue? C'est comme dans les films, clac. On sort Jean Edern. Oh merde, est-ce que vous reconnaissez Jean Edernalier? Je dis oui, je reconnais Jean Edernalier. Est-ce que vous voulez bien signer là? Oui, je signe là. Et voilà. Et je le connaissais, mais je le connaissais pas tant que ça. Je devais juste déjeuner avec lui, pas aller le voir à la morgue. Mais il est mort comme Gainsbourg. Gainsbourg est mort à 63 ans, mais c'est exactement pareil. Je veux dire, ce sont des gens qui ont eu une vie tellement
tellement débridé, c'est-à-dire avec 2 litres de vodka par jour, sans compter, Jean Edern a eu une époque de cocaïne, sans compter le tabac, il fumait 4 paquets de gauloises par jour. Bon, au bout d'un moment, je veux dire, à la limite mourir, même à 60 ans, je veux dire, c'est quand même assez beau, c'est quand même assez sportif, je dirais. C'était un vrai fou. Il y en a de moins en moins en France. C'était un vrai fou, comme dans les années 20, il y en avait des milliers à Montparnasse. C'était un homme, il avait été riche, il avait une santé extraordinaire, il a détruit son héritage, il a hypothéqué tous ses biens, il a détruit sa santé, parce qu'il fonctionnait avec une vodka le matin, une double vodka, je voyais fonctionner. Donc c'est ce qu'il y a d'assez beau chez lui, c'est un espèce de martyr chrétien, une sainte Blandine des médias, alcoolique et cocaïnomane. Il aurait dû être un grand écrivain, il a été un agitateur parce qu'il était trop doué pour être agitateur, pour y résister. Dommage. Je ne dis pas dommage parce qu'il a produit des dommages qui me paraissent intéressants. Par une après-midi maussade, le ciel est gris, le ciel est bas, le ciel est lourd. Nous voici devant le Panthéon où Jean Edernalier vient réserver, mais oui, la place qu'il croit qu'il occupera au Panthéon, puisque c'est au Panthéon que dorment les grands hommes auxquels la patrie veut témoigner de sa reconnaissance. Ah, mon Jean Edern regretté. Ah, mon Jean Edern, enfin débarrassé de lui. Quel bonheur. Enfin, ça faisait trop longtemps que ça durait. Ça faisait trop longtemps que je me regardais dans la glace tous les matins en reconnaissant le même Jean Edern. Pour en finir enfin avec Jean Edernalier. Foutons-le dans l'endroit le plus sinistre de France, le Panthéon. Le haut de mon corps sera enterré face à l'océan Atlantique, sur la pointe du Raz, en Bretagne, mon pays natal. Mais je lègue mes tibias, mes cuisses, mes hanches, mes pieds et le reste, cette fonction génitale superbe pour ensemencer l'avenir de l'humanité. Merci. Au moins 3% des Français ont subi